Vous aurez compris que mon collègue Julien et moi, nous sommes sur des terrains assez différents. Mais il y a un point commun quand même. C'est que lui comme moi, nous cherchons péniblement à maintenir le juste équilibre entre les sujets très déprimants et les sources d'espoir. Parce que ce soit sur l'IA ou sur la géopolitique, on est un peu toujours en train de naviguer entre la profonde déprime et quelques sources d'espoir. Donc on m'a demandé de vous parler de ce sujet, de la géopolitique, la post-globalisation, dans les impacts que cela peut avoir sur les fonctions d'entreprise, donc par conséquent sur les métiers. Mais je voudrais d'abord commencer par remercier les ESSEC Alumni qui nous accueillent ici et l'ESSEC Exaqued qui a organisé cette rencontre. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir échanger sur ces thèmes. Il y aura deux temps en fait. Je voudrais d'abord justement brosser un peu le tableau de ce que cette post-globalisation signifie et puis de voir ensuite l'impact que ça a sur les fonctions d'entreprise et donc sur les métiers. Le point de départ, c'est ça. Voilà. On est à peu près tous de la même génération. Et donc, nous avons tous grandi et commencé notre carrière dans cet espace européen qui n'a aucun équivalent dans l'histoire et qui, encore aujourd'hui, n'a aucun équivalent ailleurs sur la planète. Jamais dans l'histoire, vous ne pouvez trouver, sur une aussi longue période, 450 millions d'êtres humains qui vivent en paix, avec un tel niveau de prospérité, avec un tel niveau de solidarité, quoi qu'on en dise, entre classes sociales, entre générations, on en parle beaucoup actuellement, et entre territoires, et avec un tel niveau de droits humains. Cette combinaison de paix, de prospérité, de solidarité, de droits humains, elle n'a jamais existé dans l'histoire et elle n'existe nulle part ailleurs aujourd'hui sur la planète. Mais ça, c'était avant. Voilà. Parce que ce modèle-là était adossé sur certaines fondations qui se sont écroulées. Et je vais, à travers 4 exemples précis et très concrets, aborder avec vous ce que j'appelle la post-mondialisation. Alors, un premier événement, c'est celui-ci. La prospérité européenne, elle s'est fondée d'abord en sous-traitant notre sécurité à l'allié américain. Et le 24 février 2022, la donne change. C'est le retour d'une guerre de haute intensité sur notre continent, avec évidemment des conséquences absolument effroyables pour le peuple ukrainien, puisque le dictateur voisin, Poutine pour ne pas le nommer, décide, dans une logique impérialiste parfaitement assumée, de soumettre en 3 jours, maintenant ça fait 3 ans et demi, le voisin ukrainien. Alors, ça a eu des conséquences, évidemment, pour les Ukrainiens, je l'ai dit, mais ça en a aussi pour nous. On persiste à utiliser cet euphémisme de la guerre hybride, avec de multiples manifestations diverses et variées, des sabotages, de la manipulation des processus électoraux, encore tout récemment en Moldavie ou en République tchèque, des têtes de cochons découpées placées devant des mosquées en France, des tentatives d'assassinat sur, par exemple, le PDG de Rheinmetall, qui est la principale entreprise allemande d'armement. Donc, si la question est, sommes-nous en guerre avec la Russie, la réponse est non, on n'est pas en guerre avec la Russie. Mais la Russie, oui, est en guerre avec nous. La Russie est en guerre avec nous. Elle est sous des formes un peu nouvelles, mais la Russie est en guerre avec nous. Et vous voyez ce point d'inflexion ici, on est en 2014, c'est le point le plus bas des dépenses d'armement en Europe, et ça correspond à l'annexion de la Crimée par la Russie. Et donc on n'a pas attendu Trump et les menaces de Trump pour commencer à se réarmer, mais voyez la tendance. Là aussi, on est presque sur un schéma de l'univers de l'IA, là, c'est exponentiel. C'est le rattrapage des dépenses militaires en Europe. Évidemment, ça a des conséquences ça, sur nos modèles économiques. Les points de PIB qu'on va mettre là-dedans, on ne peut pas les mettre dans la transition de l'IA, on ne peut pas les mettre dans la transition climatique. Les conséquences sont très fortes, très très fortes. Avec en plus la réalisation que pour être à la hauteur de la menace qui nous est faite,
il faudrait avoir un appareil industriel qu'on n'a plus vraiment, en France en tout cas. Donc tout ça est très présent. Et puis évidemment, ça a entraîné une deuxième conséquence très forte, c'est que le modèle de prospérité européen, il était fondé sur de l'énergie pas chère, principalement achetée à la Russie. Là, c'est une photo d'une valve sur un gazoduc. Et d'emblée, les sanctions ont fait que l'Union européenne a dû se rendre compte qu'elle devait terminer cette dépendance au gaz russe, qui avait été activement voulue, poursuivie par certains dirigeants européens. Je pense notamment à Mme Merkel, qui en faisait même un axe de sa politique étrangère, en disant, si on achète du gaz russe, les Russes seront liés indissolublement avec nous par la force du commerce. Voilà un archétype de la mondialisation tel que nous tous ici, nous l'avons connu. Le commerce, facteur de coopération, facteur de paix. On a basculé dans un autre monde, qui est un monde désormais de prédation et d'utilisation de certaines dépendances pour créer de la dépendance politique. Dépendance à la sécurité vis-à-vis des Américains, qui ne font pas mystère de nous extorquer tout ce qu'ils peuvent nous extorquer, et puis dépendance à l'énergie, c'était le cas du gaz russe. Donc vous avez tous connu ça. Il n'y a pas une seule entreprise en France qui n'a pas senti ce choc géopolitique par le biais de l'inflation. Même le plus humble des boulangers dans un village du Gard a eu du mal à payer sa facture d'électricité en raison de la guerre déclenchée par Vladimir Poutine. Alors, on pourrait donner quelques autres exemples, mais le modèle européen se fondait aussi sur la capacité à sous-traiter sa sécurité, à avoir accès à de l'énergie pas chère, et puis à naviguer librement dans ce monde globalisé en faisant circuler très librement des biens produits ailleurs. Bon, sauf que là aussi, on n'est plus tout à fait là. Alors cette photo, elle a été prise en février 2024, le 23 ou le 27. C'est un vraquier qui est manifestement en mauvaise posture. C'est un vraquier qui avait quitté les Émirats arabes unis quelques semaines avant, qui était chargé de 22 000 tonnes de fertilizers, d'engrais, et qui devait débarquer dans un port de Bulgarie. Sauf que il passe à proximité du Yémen et il se prend un missile tiré par les Houthis. Les Houthis, c'est une faction rebelle du Yémen et qui a entrepris désormais de lancer des missiles sur des navires marchands qui passent par ce détroit ici, extrêmement étroit comme on l'indique, mais extrêmement stratégique, puisque c'est une autoroute qui mène au canal de Suez, autoroute pour des porte-conteneurs. Et donc, de plus en plus, une partie du trafic maritime est déroutée par le cap de Bonne-Espérance. Ça prend 15 jours de plus, ça prend des frais d'assurance de plus, ça prend des frais de fuel de plus. Ça, évidemment, introduit des ruptures dans des chaînes d'approvisionnement. Et là aussi, un facteur dans cette post-globalisation. On ne peut plus aussi fluidement qu'avant espérer faire circuler des biens à travers la planète. Puisque je sais qu'il faut essayer de trouver des sources d'espoir, dans l'idée d'avant que désormais notre énergie nous coûte plus cher et on ne peut pas simplement se contenter de l'importer du voisin russe, on a quand même pris conscience qu'il y avait partie liée entre des enjeux de souveraineté énergétique, et aussi de sobriété de transition. Jamais l'Europe n'a autant accéléré sur les renouvelables et en assumant aussi le retour au nucléaire. Parce qu'on sent là qu'il y a une partie liée entre sobriété, transition climatique, décarbonation et souveraineté de notre énergie. Donc c'est quand même un peu une source d'espoir. Le commerce international est devenu plus compliqué, pas simplement en raison d'événements comme ça qui restent un peu tout de même particuliers. Ça se généralise grâce à l'irruption d'un personnage qu'il faut évidemment citer dans une conférence comme celle-ci, le nouveau président américain qui, là c'est le jour de Liberation Day, donc on est le 2 avril 2025, et tout content, le président américain présente ce qu'il appelle les reciprocal tariffs, qui, selon l'avis des spécialistes, ont été calculés en 4 secondes par ChatGPT. Il n'y a pas aucune rationalité économique, absolument aucune.
Ils ont divisé par deux le déficit commercial des biens entre les États-Unis et chacun des pays étrangers. Voilà. Donc évidemment, avec un pays comme le Cambodge, 97% de déficit, donc on met un tarif coupé en deux, on arrondit à 49, et voilà la politique tarifaire des États-Unis. Évidemment, gros frein, là aussi, il y a un pilier très important de la mondialisation qui était avec la création de l'OMC, avec les accords bilatéraux, multilatéraux de Free Trade Agreements, la nécessité de faire circuler toujours plus facilement les biens à travers la planète. Gros coup d'arrêt, et puis en plus avec une mise en œuvre particulière, avec des coûts d'accélération, des délais, des ultimatums qui ne sont pas respectés, qui sont relancés, tout ça sous les applaudissements de la base politique du président américain. Mais cette incertitude permanente, évidemment, n'est pas bonne pour les affaires. Alors, les effets aux États-Unis commencent déjà à se faire sentir, hein. Constructeur américain Ford vient d'annoncer que sur 3 mois, cette bonne blague, ça leur a coûté 800 millions de dollars. Donc, ramené sur l'année, ça fait 3 milliards. Et par exemple, un fabricant allemand de tracteurs, Dodge, se réjouit que son concurrent principal, John Deere, aux États-Unis, est obligé de payer des droits de douane monstrueux sur toutes les pièces détachées qu'ils doivent importer du reste de la planète. Bon, mais pour nous aussi, c'est un grave souci. Prospérité fondée, globalisation fondée sur la libre circulation des biens, ça se complique vraiment. Et puis on n'en est pas encore tout à fait à la fin, parce que là aussi, les sources d'inquiétude, de préoccupation sont nombreuses. Juste pour en partager une avec vous, pour bien plomber l'ambiance, là vous reconnaissez, maintenant que vous êtes parfaitement introduit au mystère de l'IA et tout ça, une usine de TSMC, qui est donc le principal fabricant de puces. À Taïwan, Taïwan ne fabrique pas toutes les puces, évidemment, mais une immense proportion des puces les plus avancées, alors je parle sous contrôle de Julien. Julien, tu me lances une chaise si je dis une bêtise, mais je crois que 90% des puces les plus récentes, celles qui font moins de 5 nanomillimètres, qui sont absolument indispensables à l'IA, au supercalculateur, 90% de ces puces viennent de Taïwan et de cette entreprise. Et je vous apprends rien, le président Xi, le président chinois, a dit et répété de manière très publique qu'il souhaitait faire revenir dans le giron de Chine continentale la République de Taïwan, ce qui évidemment aurait des conséquences très graves, non seulement sur l'approvisionnement en microprocesseurs, mais on avait fait à l'ESSEC l'an passé un séminaire de travail sur justement l'impact géopolitique et économique d'une tension autour de l'île de Taïwan. Et en s'appuyant notamment sur les données de Bloomberg, qui sont des gens extrêmement sérieux, on avait pu s'affoler un tout petit peu en disant que, selon Bloomberg, s'il y a un blocus de l'île, euh, l'impact sur le PIB mondial est de l'ordre de 5 points. Je rappelle que tout le Covid, ça a été 3,1 points de PIB mondial. Le blocus de Taïwan, 5 points. Parce qu'évidemment, il y a des conséquences financières et il y a aussi des conséquences sur le commerce. Une proportion affolante de porte-conteneurs passe par un autre détroit, le détroit de Taïwan. Et s'il y avait un conflit ouvert, là, carrément, les barges de débarquement que la Chine manufacture à très fort rythme depuis presque une dizaine d'années, un cas de conflit ouvert, Bloomberg dit, alors là on passe dans de la science-fiction, mais on est aux alentours de 10 points de PIB. Donc tout ça pour conclure cette première partie, parce que je souhaite qu'on puisse prendre des questions. On a vraiment basculé d'un monde à un autre. Voilà. Nous avons connu ça, la mondialisation, l'intégration toujours plus fluide des marchés, permettant des logiques de spécialisation. On va fabriquer telle chose à tel endroit, l'envoyer à l'autre bout du monde à tel autre endroit, y être assemblé, y être vendu encore ailleurs, et tout ça avec des gens qui peuvent circuler relativement librement. Euh, et ces logiques de spécialisation permettant d'optimiser beaucoup de schémas de production. C'était le mot-clé, on va optimiser, gagner en productivité. Au milieu, il y a eu tout ça, avec d'ailleurs des signaux qu'il aurait fallu mieux analyser.
Nous, je commençais par vous parler de l'Union européenne. En 2016, il y a le choc du Brexit. Vous avez un pays, la Grande-Bretagne, historiquement reconnu comme étant très attaché à ses intérêts et très pragmatique, qui, à la faveur d'un référendum dans lequel désormais on trouve des empreintes russes partout dans la cybersphère. La presse britannique a révélé il y a juste quelques semaines que l'entourage de Nigel Farage, qui était le principal, enfin un des principaux héros du Brexit, était carrément sur le payroll du Kremlin. On en est là. Et donc qu'un pays comme la Grande-Bretagne en 2016 décide de quitter le plus grand marché du monde, le plus riche, le plus intégré, le plus fluide, qui est sur le pas de sa porte, de l'autre côté du Channel, pour prétendre remplacer ça avec du commerce avec la Nouvelle-Zélande, enfin, on était vraiment dans une espèce de grand n'importe quoi qui aurait dû nous alerter sur le fait que non, non, là, le monde est en train de basculer vers des logiques qui ne sont absolument pas des logiques d'optimisation, de rationalisation, de fluidité, de coopération, de multilatéralisme, mais des logiques brutales, inspirées par des enjeux de souveraineté politique beaucoup plus que de réalisme économique. Et donc, on est plutôt là-dedans maintenant, dans des tarifs douaniers, dans des restrictions d'export, puisque je parlais de Taïwan et des microprocesseurs. On n'est pas encore dans le conflit ouvert avec Taïwan, et espérons-le, entre la Chine et Taïwan, espérons qu'on ne le saura pas, mais il y a d'ores et déjà une bataille géopolitique autour des chips avec des restrictions d'export, des réglementations de plus en plus restrictives, euh, parce que c'est un enjeu géopolitique, pas uniquement économique. Voilà. Alors face à tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, d'abord, on essaie de prendre conscience qu'on a vraiment basculé dans cette post-globalisation où les interdépendances demeurent, mais ces interdépendances, désormais, elles ont un coût. Elles présentent des risques. Et la première étape, c'est de s'en rendre compte. Et là, j'ai une mauvaise nouvelle de plus, on en est loin. Alors, j'objective le propos. L'Institut Géopolitique Business que l'ESSEC a créé il y a un an, et dont je dirai un mot à la fin, j'ouvrirai une page de publicité aussi. Et cet institut a réalisé à la rentrée, là, en septembre, en partenariat avec OpinionWay et l'Express, une grande enquête pour mesurer la perception que les dirigeants d'entreprises en France ont de ces enjeux, de ces risques géopolitiques. L'enquête a été menée auprès d'un échantillon représentatif de grandes entreprises, d'entreprises de taille intermédiaire, de PME, à la fois des services, commerce, industrie, construction. Toute l'enquête est disponible sur le site internet de l'Institut, accompagnée d'une note de mise en perspective. Je vais vous donner juste 3 résultats. D'abord, vous avez 92% des chefs d'entreprise interrogés qui reconnaissent que leur entreprise a déjà subi les effets économiques d'un choc géopolitique. Pourquoi un pourcentage aussi élevé? Ben, en raison de l'inflation. Je disais l'inflation générée par l'agression russe en Ukraine a touché tout le tissu économique français. Tout. Et quand on regarde un peu plus près, on se rend compte que, par exemple, une entreprise des services sur 2 reconnaît qu'elle est désormais en but avec des problèmes de cybersécurité beaucoup plus, beaucoup plus importants, beaucoup plus sévères que ce qu'elle a connu il y a 5-10 ans. Or, on le sait, il y a dans l'espace européen, en 2025, 4 fois plus de troubles dans la cybersphère que l'année précédente. Donc là aussi, c'est exponentiel. Et les services dont c'est le métier de tracer l'origine de ces attaques, Viginum par exemple, un service de l'État, estiment qu'à peu près 85% de ces attaques ont pour origine la région de Saint-Pétersbourg. Voilà. Dans le secteur du commerce, donc pas des entreprises qui produisent, mais des entreprises qui vont vendre, 2 tiers d'entre elles reconnaissent qu'elles ont eu des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Et vous avez vu les facteurs, là aussi, géopolitiques, qui peuvent expliquer ces ruptures d'approvisionnement. Ça, c'est le premier chiffre, 92%. Deuxième chiffre, 53%.
53%, c'est la proportion des chefs d'entreprise qui reconnaissent qu'aujourd'hui, leur stratégie d'entreprise ne tient absolument aucun compte de cette dimension géopolitique. Il n'y a rien, rien. Ce qui est assez préoccupant. Alors évidemment, les grandes entreprises, oui, pas grand-chose à apprendre à Total. Total, ça fait longtemps qu'ils ont compris qu'ils opéraient dans un monde un peu instable. Mais auprès des 5300 entreprises de taille intermédiaire françaises, qui vont constituer quand même l'ossature du système productif de notre pays, là, c'est quand même un peu morne pleine, bon, en termes de préparation. Et puis un dernier chiffre, sans vouloir trop plomber l'ambiance, c'est 20%. 20%, c'est quand on demande aux chefs d'entreprise, mais alors comment vous allez faire pour quand même essayer d'intégrer un peu tout ça, puisque vous venez de reconnaître que c'était présent, c'était des chocs économiques puissants. D'ailleurs aussi, quand on les interroge, est-ce qu'à votre avis ça va se calmer? Alors là, il y a un vrai effort de lucidité. 0% des chefs d'entreprise considèrent que les risques géopolitiques vont diminuer dans les 2 prochaines années. 0%. Et quand on leur demande comment vous allez faire, ben, il y en a quand même 20%, c'est-à-dire 1 sur 5, qui nous répond ah ben, j'en ai absolument aucune idée. Et vous savez, dans les sondages, quand il faut avouer un truc dont on n'est pas très fier, en général, ça induit ce qu'on appelle un biais de sous-déclaration. Donc sans doute, c'est un peu plus que 20%. Donc ça n'est pas très réjouissant. Alors pour essayer quand même d'apporter un peu de bonnes nouvelles dans tout ça, enfin j'en suis pas encore tout à fait aux bonnes nouvelles quand même, mais on se rend bien compte que le tableau que je décris et le constat que font les chefs d'entreprise eux-mêmes à travers une étude comme celle-ci soulignent que il faut s'attendre à ce que les fonctions de l'entreprise doivent réagir, se mettre en ordre, peut-être pas de bataille, mais en tout cas intégrer cette nouvelle donnée de la post-mondialisation. Et toutes les fonctions de l'entreprise sont concernées. Si j'en affiche quelques-unes, évidemment, tout ce qui est les achats, la supply chain, on ne peut plus aujourd'hui être dans la logique qui prévalait jusqu'à présent, qui était la logique d'optimisation de coûts, de just-in-time. Maintenant, on est dans une logique de sécurité des approvisionnements, de just in case. Si le canal de Suez est bloqué à nouveau pour 30 jours, 40 jours, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus les stocks, puisqu'on a été habitué durant des décennies à une fluidité qui permettait de ne pas avoir de stock. On passe d'une logique de flux à une logique de stock. Et donc, il faut accepter de faire ce qu'on appelle du China plus one, par exemple, ou du reshoring, ou du nearshoring, voire du friendshoring, c'est-à-dire de relocaliser des espaces de production dans des pays qu'on estime géopolitiquement moins craignos. Un exemple, ça va être Apple, qui actuellement fait monter en puissance aussi vite que possible ses capacités de production de ces bidules en Inde ou au Vietnam, pour ne plus être aussi dépendante euh, de la Chine. En matière de finances ou de trésorerie, qu'est-ce qui se passe si demain, le président Trump met, comme il le souhaite, la main sur la Fed, sur la Banque centrale américaine? C'est son projet. Parce qu'il faudra bien, pour réparer le chaos économique qu'il est en train de générer sur sa propre économie avec ses tarifs douaniers délirants, il faudra bien utiliser, instrumentaliser le dollar pour pouvoir payer la note. Qu'est-ce que ça signifie alors pour toutes les entreprises à travers la planète qui financent leurs achats, leurs ventes avec le dollar? Qu'est-ce que ça signifie? Là, on n'est plus dans du fine-tuning de gestion de trésorerie. Qu'est-ce qu'on fait face à un choc un peu important? Sur l'export, évidemment, le développement international, où est-ce qu'on va localiser nos prochaines unités de production? Où est-ce qu'on investit? Là, je vous donne un exemple qui montre qu'il y a quand même un manque total jusqu'à présent de compréhension géopolitique du monde dans lequel on a basculé. J'ai cité tout à l'heure 2014, annexion de la Crimée par la Russie. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'en Europe,
une frontière est modifiée par la force, la Russie est immédiatement mise sous sanctions. Bon, sanctions très symboliques. Il y a eu moult communiqués officiels en disant que c'était vraiment pas bien. Bon. Enfin, ça n'a échappé à personne qu'il s'était passé un truc un peu quand même sortant de l'ordinaire. Et puis j'ai dit aussi que donc février 2022, déclenchement de l'agression de l'Ukraine dans son ensemble. Durant ces 8 ans, 2014-2022, on estime que les entreprises occidentales, et notamment européennes, ont continué à investir en Russie 130 milliards d'euros. Alors qu'il suffit d'ouvrir une revue de géopolitique pour se rendre compte que dès 2014, ah oui, ce qui s'est passé en Crimée, c'est sans précédent, et c'est la marque que la Russie est dirigée par un autocrate impérialiste qui se fout totalement des règles du jeu. Alors, là où il y a quand même du karma, c'est que les 130 milliards en question qui ont été investis en Russie, il n'en reste plus rien. C'est totalement évaporé ou capturé par l'entourage de Poutine, qui du jour au lendemain a dit à des entreprises, Société Générale et d'autres encore, écoutez, vous vous barrez, tous vos trucs là, vous nous les laissez, sinon vous prendrez bien un peu de thé. Enfin, je caricature, mais à peine. À peine. Donc il y a eu des spoliations terribles, même d'un point de vue, je pense qu'il y a dans la salle peut-être des spécialistes de real estate, quand même des entreprises qui avaient des bâtiments en Russie, à aucun moment se sont dit, ça peut virer aigre, donc peut-être que nos bâtiments, on devrait les vendre et se mettre à les louer, plutôt que d'en être propriétaire. Parce que si vraiment un jour ça vire aigre, bon ben tant pis, en tant que locataire, on se barre, mais on n'y laissera pas toutes nos empreintes immobilières. À ma connaissance, ça n'a pas été fait, très peu. Voilà, donc il faudra qu'en termes d'export, de développement international, il y ait quand même une lecture un peu plus géopolitique de ce qui se passe. En matière de juristes, tout ce qui est conformité, compliance, ben là, évidemment, il y a une explosion des régimes de sanctions, il y a des nouvelles régulations unilatérales, des problèmes d'extraterritorialité, et le droit devient en lui-même un instrument de souveraineté. On parle beaucoup du lawfare, hein, de la guerre par le droit. Nos juristes, là aussi, doivent se mettre au cordeau. En termes de communication, de marketing, il y a des vrais risques d'image. Certaines entreprises très associées à tel ou tel pays ont des difficultés dans certaines régions du monde parce que le consommateur va avoir une lecture géopolitique de sa consommation, donc avec des boycotts. Et puis même en termes de R&D et d'innovation, ça a été dit, c'est un enjeu absolument fondamental, mais c'est un enjeu là aussi de souveraineté et donc géopolitique. Les États-Unis sont très attentifs à ce que telle ou telle innovation les plus avancées puisse ou ne puisse pas circuler vers tel ou tel pays. Voilà. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail pour finalement les entreprises, à quoi ressembleraient des facteurs ou plutôt comment une entreprise pourrait-elle s'y prendre pour essayer d'être plus à l'aise dans ce monde brutal que j'ai essayé de décrire, parce qu'on voit bien que chacune de ces fonctions est concernée. Alors, il y a évidemment le fait, comme je l'ai dit, de développer au niveau du leadership un minimum de culture géopolitique. Là encore, je ne sais pas comment on se regarde dans la glace les grands dirigeants de certaines entreprises françaises et européennes qui, en 2016, en 2018, en 2019, ont accepté, demandé, ordonné des investissements massifs dans la Russie de Poutine, dont il ne reste rien aujourd'hui. Je ne sais pas comment ils se regardent. Bon. Donc nous, on plaide beaucoup, en tout cas pour les grandes entreprises, pour l'inscription à l'agenda de ces sujets, pour peut-être l'identification, la nomination de ce qu'on appelle très pompeusement un Chief Geopolitical Officer. Et de la même manière qu'il y a eu des Chief Data Officer, des Chief Sustainability Officer, il faut aujourd'hui qu'au niveau dirigeant, il y ait une personne qui puisse agréger toutes les connaissances qu'on a besoin de réunir afin de pouvoir
traiter cette post-mondialisation. Analyse des risques, très important. Muscler la capacité de prospective et d'alerte. Je veux dire, la géopolitique, c'est pas un machin de diplomate qui joue aux échecs en mangeant des rochers Ferrero dans des palais de marbre. La géopolitique, j'espère que les exemples que j'ai partagés avec vous vous aident, si ce n'était le cas, à le saisir, sont des forces brutales qui changent les routes maritimes, les chaînes d'approvisionnement, les règles du jeu, et qui le font parfois en silence, parfois à grand bruit, à grand fracas. Et donc la nécessité, selon nous, de muscler la capacité de prospective. Chaque entreprise doit consacrer du temps à faire un scénario, peut-être pas du pire, mais en tout cas du probable. Et la question, à mon avis, qui tient en deux mots, mais qui peut rapporter beaucoup, ou qui peut économiser beaucoup, c'est what if? What if? Qu'est-ce qui se passe si, comme je le disais, la Chine a des démarches agressives envers Taïwan? L'Union européenne se sent obligée de dire, écoutez, quand même, c'est très méchant. Alors l'Union européenne, prenant son courage à deux mains, émet un communiqué. Mais la Chine le prend très mal. La Chine dit, puisque c'est comme ça, moi j'arrête de vous exporter du gallium, du machin, enfin des terres rares que Julien connaît mieux que moi, dont vous avez extrêmement besoin. Aujourd'hui, par exemple, on ne peut pas faire d'avion sans titane. Voilà, pas de titane, pas d'avion. Pas d'avion, pas d'aéroport. Pas d'aéroport, pas de... Bon, bref. Comment on fait? Comment on fait? Donc il faut accepter de regarder la réalité qui n'est peut-être pas encore tout à fait sous nos yeux, mais qui pourrait être sous nos yeux dans peu de temps, de manière à s'y préparer. La cybersécurité, ça nous semble être un point de passage absolument obligé, parce que le cyber, c'est le point de contact entre n'importe quelle entreprise en France, en Europe, et le reste du monde. De manière encore plus immédiate que une route d'approvisionnement qui passe par tel ou tel canal. Donc, c'est à prendre évidemment très au sérieux. Le juridique, le financier, j'en ai dit un mot. Diversifier les chaînes d'approvisionnement, j'en ai dit un mot. Mais pour conclure, et surtout pour qu'on puisse avoir un petit peu de questions, parce que je suis sûr que vous aurez des sources d'espoir à partager avec moi et m'éviter le Lexomil, mais je crois beaucoup que les éléments de réponse, pour une part, sont à l'échelle de l'entreprise, et on pourrait rentrer dans le détail de tout ça si ça vous intéresse, mais on ne pourra pas faire l'économie aussi de se poser la question finalement, qu'est-ce qu'est aujourd'hui ce qu'on appelle, nous, un geopolitics proof business leader? C'est-à-dire un ou une responsable d'entreprise qui va être un peu plus armé, un peu plus à l'aise pour naviguer dans cette post-mondialisation. Alors, selon un schéma assez classique, hein, on pense qu'il faut des connaissances, des compétences et puis des comportements, des savoir-être. Sur les connaissances, c'est le plus facile. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de la même manière qu'on ne peut pas faire du business sans comprendre un minimum les enjeux d'IA, comme Julien vous l'a si bien expliqué, on ne peut pas non plus faire du business sans comprendre un minimum les enjeux d'énergie, de décarbonation, mais on ne peut pas faire du business sans avoir une connaissance minimale de ces enjeux géopolitiques. Alors simplement, il faut aller au-delà de la culture générale. Et nous, à l'ESSEC, on ne prétend pas du tout être comme de très belles écoles comme Sciences Po. Non, nous, on va rentrer dans le cambouis du truc. Simplement avoir un simple vernis de connaissances géopolitiques. Donc il faut impérativement équiper les cadres d'entreprise avec des outils, avec des méthodes. Alors ça peut être parfois très lié à une fonction. C'est sûr que si on veut devenir un expert de la compliance face aux règles d'extraterritorialité imposées par l'administration US qui change tous les 3 jours de trucs, c'est très pointu. Voilà. Et on peut rentrer dans le détail de tout ça, notamment sur comment on va organiser la résilience de chaînes d'approvisionnement ou limiter... Billy. Et on avait dit en... Ok. Ouais.
Je l'avais en tête et non. Tu dis quelque chose qu'il ne fallait pas dire? Oui, je me disais, c'est ça, voilà. Vous voyez, quand je disais qu'on est... bref. Euh, Là, j'ai mis simplement des compétences plus transversales, qui ne sont pas que des soft skills, hein. Encore une fois, la prospective, la méthode des scénarios, le what if, il y a une technicité qui permet de creuser vraiment. Bon. Mais ce qui est évident, c'est que des savoir-faire de gestion de risque, d'analyse des données, justement, pour aller au-delà du doigt mouillé ou de l'impression de ça va ou ça va pas. Non, on peut faire parler les données pour vraiment exprimer, objectiver des dépendances, des vulnérabilités. Donc là, il y a tout un travail de data analyst qui est très utile, planifié. Et puis, la crise étant venue, le choc étant là, il faut savoir la gérer. Et là, ça renvoie à des compétences de leadership, de communication, de négociation, qui sont des choses extrêmement précieuses. Et puis, le troisième pilier auquel je crois beaucoup, c'est là au cœur de ce que une dirigeante ou un dirigeant d'entreprise doit incarner, c'est une certaine façon de se comporter. Et là, je voudrais souligner deux choses pour terminer, avant la page de publicité à laquelle vous ne couperez pas. C'est que, d'abord, on dit beaucoup, ça y est, on est dans un monde maintenant qui est plein d'incertitudes. Non, on n'est pas dans un monde qui est plein d'incertitudes. On est dans un monde dont les règles ont changé. Elles sont assez claires, hein, elles sont assez claires. On est dans des règles maintenant d'extorsion, de prédation. Je veux dire, qu'est-ce qu'on fera si demain, Trump fait avec nous ce qu'il a fait avec les Ukrainiens en disant je fais semblant de vous défendre, mais vous me signez un accord sur vos terres rares pour 600 milliards de dollars. Ce qui d'ailleurs, ce qu'il a quasiment tenté avec Madame van der Leyen à Turnberry en Écosse il y a quelques semaines, en disant allez, je vais vous infliger que 15% de droits de douane, ce qui est déjà une honte absolue, mais en échange, vous allez m'acheter de l'énergie, vous allez m'acheter de l'armement pour des centaines de milliards d'euros. Et Madame van der Leyen dit oui, alors que l'achat d'énergie, ce n'est pas de sa compétence, l'achat d'armement, ce n'est pas de sa compétence, c'est la compétence des États. Je peux vous dire que les équipes de négociateurs, de trade, au sein de la Commission européenne, que nous connaissons bien à l'ESSEC, parce que c'est l'ESSEC qui forme à la négociation les négociateurs de la Commission européenne depuis 2005. On les connaît bien, ce sont des vrais pros. Je peux vous dire, on est entre nous, hein. Bon, on est écouté par Vladimir Poutine, mais il le sait déjà. Ils s'arrachent les cheveux, ces pauvres négociateurs, de devoir après mettre en musique une feuille de route négociée sur un terrain de golf. Bon. Donc, non, on n'est pas dans l'incertitude. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut savoir résister aux vieilles certitudes. Et une vieille certitude, ce sera mon dernier mot, c'est peut-être aussi de croire que nous sommes finalement dans une crise. Mais on en a connu d'autres, des crises. La crise financière en Asie dans les années 90, puis on a franchi ça. La crise financière de 2008, et puis on a franchi ça. La crise du Covid, et puis on a franchi ça. Et donc, tout en nous amène à penser que, bon, bah tiens, c'est qu'une crise. On n'a qu'à faire le dos rond un petit peu, et puis après la pluie, le beau temps. Ma conviction, et ce n'est pas qu'une conviction, c'est le travail qu'on mène au sein de l'Institut, nous amène à la conclusion inverse. Non, ce n'est pas une crise, c'est un nouvel état des choses. Et quand on y réfléchit, cette phase de mondialisation que j'ai décrite rapidement au début, qui a eu sa forme chimique la plus pure entre 1990, chute du mur, et 2020, ça a duré 30 ans. 30 ans, c'est évidemment minoritaire depuis les débuts de l'ère industrielle, mais 30 ans, c'est même minoritaire à l'échelle du XXe siècle. 30 ans, c'est même minoritaire à l'échelle de l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc, à l'échelle des temps, et même à l'échelle des temps économiques qui ressemblent plus, voilà, non, c'est une parenthèse très brève qui s'est peut-être refermée pour un sacré bout de temps. Et là encore, tout nous pousse à espérer que c'est une crise. J'étais envoyé par l'ESSEC à New York la semaine dernière, et on rencontre des Américains qui disent « Oh, mais vous savez, euh, November 26th, the midterms elections, voilà, les démocrates vont gagner, et tout ça ne sera plus qu'un cauchemar. »
Mais qu'est-ce qui nous dit que les démocrates vont gagner? C'est quand même en connaissance de cause que Trump a été réélu cette fois-ci. Et qu'est-ce qui nous dit que quand même les démocrates gagneraient, Trump accepterait de rendre le pouvoir? What if? Voilà, bah écoutez, j'ai un peu plombé l'ambiance. Je finis avec cette page de publicité pour dire qu'à l'ESSEC, donc nous avons ce remarquable Institut géopolitique et business, dont la mission vraiment est de faire travailler les meilleurs des experts, des professeurs de l'ESSEC, des experts invités de l'extérieur, sur cette connexion entre le tableau géopolitique que j'essaie d'écrire et la vie économique, la vie des entreprises, leur stratégie. On ne parle pas de rien, parce que vous savez, l'ESSEC n'est pas la seule école à avoir découvert que oh, la géopolitique, c'est important. Vous avez de très belles écoles de business en France, je ne citerai aucun nom, qui ont fait la même découverte et qui ont annoncé, avec moult tambours et trompettes, la création de telle chaire ou de tel truc. Sauf qu'il n'y a rien d'autre que l'annonce de la création de telle chaire ou de tel truc. À l'ESSEC, l'institut en question, il s'appuie depuis 1996 sur un centre dédié à la négociation internationale. C'est ce centre-là qui forme, par exemple, tous les trade negotiators de la Commission européenne depuis 2005. En 2008, on a créé, avec ma collègue Viviane de Beaufort, un centre sur les enjeux de competitiveness, de compétitivité de l'Union européenne, à la croisée du droit et de l'économie. En 2021, j'ai créé à l'ESSEC, avec l'ancien directeur de l'école de guerre, l'amiral Finaz, le centre géopolitique défense et leadership. Parce qu'on voulait déjà, en 2021, avant le déclenchement de l'agression en Ukraine, intéresser nos étudiants aux enjeux de défense. D'une part, parce que c'est une politique régalienne dont dépend notre sécurité, dont dépend notre liberté. J'espère que tout le monde en est bien conscient. Et par ailleurs, il faut l'assumer. La défense est un secteur d'activité avec de la R&D, avec des effets d'entraînement massifs sur le civil, avec des emplois, avec de l'industrie, avec de l'export. Et donc, ce sont aussi des entreprises. Et puis, plus récemment, mon collègue Andrea Roncoroni a créé, avec Benoît Charvalier, la chaire Business and Industry in Africa. Et donc, vous voyez, c'est tout un écosystème qui est mis en mouvement, avec évidemment les campus de CAJ et de Paris, la Défense, le campus de Singapour, le campus de Rabat, où nous allons dans 15 jours, parce que tous ces enjeux-là, évidemment, il ne faut pas les aborder avec une approche franco-européenne. On a une approche, nous, à l'ESSEC, au minimum tricontinentale, et même plus, avec le hub de New York. Voilà. Et bien, on a un peu de temps pour des questions. Quels sont les usages? Bonjour, Sherazade Faure. Merci pour cette présentation qui fait beaucoup réfléchir. Un petit commentaire sur ce que vous avez dit. Moi, je suis particulièrement optimiste et réaliste. Optimiste parce que je pense que ça restera à l'échelle de l'histoire un épiphénomène, bien que brutal, mais réaliste aussi en marquant tout de même un point sur le fait que ça fait quand même 20 ans que nous sommes complètement dans une forme de, je dirais, d'anesthésie psychologique à l'égard de notre relation avec notamment le continent américain. Et qu'aujourd'hui, l'ouverture de cette guerre et de ses impacts en Europe nous font prendre conscience que finalement, quand la donne change, on se retrouve vassalisé, voire agressé, et que ceux que l'on prenait pour étant des alliés deviennent parfois nos bourreaux également. Alors ma question est de se dire, puisque nous devons nous inscrire dans une anticipation permanente, nous sommes aujourd'hui confrontés à des bouleversements climatiques. Des bouleversements climatiques qui ne sont pas de la fiction ni de l'illusion, qui sont une réalité et qui vont continuer à se développer. Ces bouleversements avec d'autres impacts, des impacts en matière de climat, en matière également de changement de notre faune, de notre flore, du corps. Qu'est-ce que l'on peut commencer à travailler avec l'Europe
Et qu'est-ce que l'on peut commencer à projeter en perspective avec l'Europe sur les développements que nous pourrions nous mener dès à présent pour devenir des leaders sur des industries ou alors sur des activités, des services qui nous permettraient, lorsque nous serons confrontés à ces bouleversements-là, d'avoir une réponse qui pourrait nous permettre d'être enfin, on va dire, un pion stratégique sur l'échiquier et ne plus subir. La technologie a fait déjà ses avances et devenir des acteurs de l'avenir. Alors, merci pour l'impression que vous partagez avec nous et j'espère avoir tort. J'espère que vous avez raison et que tout ça n'est qu'un épiphénomène, un épiphénomène. Je l'espère. Mais actuellement, j'en doute. Bon. Sur votre question, l'Europe, et j'ai commencé par elle, a été un leader. Elle était un leader formidable, mais dans le monde d'avant. Monde arc-bouté sur l'idée que le commerce crée la paix. Et nous en avons apporté la démonstration pour nous en interne. 450 millions d'Européens qui, après s'être étripés durant des siècles, ont construit cet espace, comme je l'ai dit, sans précédent, sans équivalent de paix et de prospérité. Et ce n'est pas le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, des grands blocs, aussi puissants, voire plus puissants que nous, jouent avec des règles différentes, qui sont des règles de prédation, qui sont des règles de souveraineté exacerbée, qui sont des règles de soumission. Pourquoi Trump se refuse-t-il, malgré toutes ces déclarations, à condamner l'approche impérialiste de Poutine et à soutenir les Ukrainiens? Parce que Trump, et une fois de plus, les discussions que j'ai eues aux États-Unis la semaine dernière accréditent ça, Trump partage cette vision du monde dans laquelle les grands pays ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec des petits pays. Et c'est pour cela que Trump dit le Canada, finalement, vous seriez bien mieux en étant le 51e État. Le Groenland, finalement, on le récupérait, ce ne serait pas plus mal. Le Panama, et ainsi de suite. Et donc Trump, ontologiquement, n'est pas choqué par une vision du monde dans laquelle les grands pays font ce qu'ils veulent des petits pays. C'est ce que fait Poutine avec les petits pays qui l'environnent. C'est ce que Xi veut faire avec les petits pays qui l'environnent. Voilà la vision du monde de ces gens-là. Et c'est une vraie vision du monde qui emporte des conséquences. Alors, nous, je disais, nous avons été leaders, mais on n'est plus adapté à ce monde-là. Il y a 3 ou 4 ans, j'étais invité à Bruxelles pour la réunion annuelle de tous les ambassadeurs de l'Union européenne, qui était réunie par Joseph Borrell, qui à l'époque était donc le numéro 1 de la politique extérieure de l'Union. Et Borrell dit, d'ailleurs c'est très frappant parce que durant tout son discours, il n'a pas prononcé une seule fois le mot, qui est un mot qui est cher à mon cœur, le mot négociation. Pas une seule fois. Alors que l'Union européenne est l'incarnation que la négociation, ça marche. Et il a eu ce message, c'était son dernier discours. L'Europe est trop kantienne, Kant, la norme, les règles impératives, elle doit devenir plus hobbesienne. Hobbes, le réalisme, l'homme est un loup pour l'homme. Alors, le défi qui nous est jeté à la face par les puissances qui nous environnent, c'est de ne rien perdre de nos valeurs, mais d'arrêter quand même d'être les dindons du bidule, les naïfs du village. C'est comme ça l'idée. Et je réponds complètement à votre question. Mario Draghi, ancien Premier ministre italien, a publié il y a 1 an, quasiment jour pour jour, un rapport qui donne toutes les pistes justement pour que l'Union européenne, dans ce monde qui est devenu beaucoup plus abrupt, reste un leader. Il y a 383 recommandations dans ce rapport. On estime qu'1 an après, de toutes ces 383 recommandations qui plaident en faveur des investissements massifs dans les industries structurantes pour l'IA, pour la décarbonation, pour notre souveraineté sécuritaire, qui passe bien sûr par de l'investissement massif. Il dit qu'il faut investir 5% du PIB européen par an. Et collectivement, on a les moyens de s'endetter, pas nous, pays pris séparément, et certainement pas la France. Mais collectivement, on a la possibilité de le faire, comme on l'a fait pour répondre au Covid. Eh bien, 1 an après, on estime que sur ces 383 recommandations, simplement 11% ont été mises en œuvre. Donc on n'a pas encore compris. On n'a pas encore compris qu'il faut quand même passer la 3e, là.
Alors, malheureusement, il nous reste plus que 2 questions. Si vous... Ah, Et réponse courte, pardon, excusez-moi. Non, mais là, je meublais péniblement en n'étant pas sûr qu'il y ait des questions, donc voilà, j'ai compris. Oui, Jean-Pierre Bien-Aimé, merci Aurélien pour cette très intéressante conférence. Pour rebondir sur l'Europe et Josep Borrell, je citerai simplement il y a 3 ans une conférence à l'IFRI où il intervenait et où il disait le commerce et les droits de l'homme, ça ne suffit plus. Il faut de la puissance pour l'Europe. Donc puissance sous-entendue financière, technologique, militaire. Et puis alors, pour une petite question sur la fin, qu'est-ce qu'il faut développer pour les entreprises? Alors, on a tous pratiqué plus ou moins dans le passé la méthode SWOT, qui était quand même Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Donc, il faudrait peut-être passer de cette SWOT à la SWOT adaptée à la géopolitique. Absolument. SWOT plus what if. Déjà, what if, ça serait un très bon début. Je sais que des gens sont dans la partie nordique de la salle. Je ne sais pas si c'est le nord là-bas, mais peut-être qu'il faut prendre des questions aussi là-bas au nord. Déjà, vous vous sentez un peu exilé. Cela dit, vous êtes plus proche du cocktail après. C'est pas un mauvais calcul. Bon, déjà, merci. Et juste pour recouper avec la présentation d'avant, quid de l'IA dans les risques géopolitiques? L'IA est d'ores et déjà un enjeu géopolitique majeur. Vous avez 3 modèles qui s'opposent. Le modèle américain totalement libertarien, laissons les Elon Musk faire absolument ce qu'ils veulent, on s'en fout complètement. Le modèle chinois, qui est un modèle utilisons l'IA pour contrôler encore un peu plus les populations. Et notre modèle à nous, qui est un modèle qui essaie de trouver le juste équilibre entre encourager l'innovation, mais ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Et pour la seconde partie de la réponse, tournez-vous vers Julien, parce que lui est plus compétent que moi.